Bienvenue à Planète Terre, ici Jean-François Lisée. Cette semaine à l'émission, le ton monte et l'eau monte aux Maldives. Cet archipel de l'océan Indien est menacé par la montée du niveau de la mer qui menace son existence même. Mais ces dernières semaines, ces derniers mois, une activité politique quasi volcanique a fait en sorte que le pays est aux prises avec des violences et une régression politique majeure. On en parle avec deux invités, Christian Nadeau, philosophe, et Dominique Cahouette, politologue. Mais d'abord, on va faire un regard croisé sur la place de la religion et des valeurs dans les deux campagnes présidentielles en cours, la campagne américaine et la campagne française. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, ici Jean-François Lisée. On va vous parler d'un coup d'État oublié dans un endroit reculé. Évidemment, ça dépend toujours de quel point de vue on se place. C'est un endroit dont on parle peu, mais qui a essayé de faire parler de lui ces dernières années, parce que c'est une île, enfin un archipel, les Maldives, qui seraient les premières victimes de la montée du niveau des océans. Et non seulement il y a ce problème environnemental très grave, mais maintenant, les Maldives sont aux prises avec des troubles politiques majeurs, un coup d'État, des émeutes et des problèmes d'ordre religieux. Alors, on va essayer de démêler ça avec vous. C'est une histoire qui est complexe, mais qui est très riche. Et donc, deux invités pour en parler. Dominique Cahouette, merci d'être là avec nous, Dominique. Alors, Dominique, vous êtes directeur du CETAS, c'est le Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est. Vous avez travaillé sur plusieurs questions dans la région du Sud-Est asiatique, notamment sur l'agriculture. Vous avez dirigé de la revue Possible, un numéro spécial Repenser de l'agriculture, que vous publiez d'ailleurs bientôt en anglais aux Philippines. C'est-à-dire qu'on publie un ouvrage qui fait une démarche semblable. Ça serait Repenser l'agriculture en Asie du Sud-Est avec des intervenants de la région et en fonction des problématiques propres à la région de l'Asie. Et vous êtes politologue. Et Christian Nadeau, vous êtes philosophe. Merci d'être là, Christian. Merci à vous. Vous avez publié récemment avec notre collègue Benoît Dubreuil Elster, Passion, Raison et Délibération. C'est sur le sociologue aux éditions Michelon. Mais on vous connaît aussi beaucoup dans les médias pour avoir écrit un brûlot philosophique contre Harper, bref traité sur la révolution conservatrice. C'est chez Boréal et c'est éminemment lisible et toujours d'actualité. Alors, les Maldives, d'abord, Dominique, c'est où exactement? En fait, c'est un archipel qui est situé à peu près à 1000 km, un point équidistant entre le Sri Lanka et l'Inde, donc c'est dans l'océan Indien. C'est un des premiers voyageurs de l'islam au 15e siècle, au 14e siècle, avait parlé d'une des merveilles du monde, avait découvert cette série de petits atolls, et on parle de 1190 îles, qui sont situés, comme je disais, à une distance égale entre la pointe de l'Inde et du Sri Lanka. C'est jusqu'à un certain point un petit paradis, entre guillemets. On y reviendra tantôt. Et donc, qui a été colonisé tout d'abord par les Hollandais. Et par la suite, les Portugais étaient arrivés. Après l'islam, les Portugais sont arrivés. Et ensuite, les Hollandais. Et finalement, est devenu un protectorat britannique jusqu'à l'indépendance en 1965. Et l'influence de l'islam a été importante. Ça reste un pays à majorité musulmane, mais qui a une caractéristique, et je vais laisser peut-être Christian en parler, qui est un paradis pour le tourisme de luxe dans la région. Alors, il y a une tension, là. Tourisme de luxe, plage, bikini et présence de l'islam. Oui, bien sûr, puisque, en fait, il faut voir aussi que la population des Maldives est relativement petite. On parle de 350 000 habitants, alors qu'on parle d'environ 800 000 touristes par année. Et grosso modo, on peut dire qu'un touriste rapporte à peu près à lui seul 5 000 € par semaine. Donc, disons de manière standard, une semaine aux Maldives, ça représente 5 000 €. Donc, c'est énormément d'argent. Il faut voir aussi que les touristes sont isolés à part. Ils ne font pas partie de la population, ils ne se mêlent pas à la population. Ils sont sur des îles qui sont consacrées exclusivement au tourisme. Comme par exemple, si vous allez rechercher aujourd'hui des informations sur ce qui se passe, là, il commence à en avoir un petit peu plus. Mais on va en apprendre davantage par les sites touristiques, ce qui est quand même assez étonnant, que par la presse officielle. Pourquoi? Parce que les sites touristiques vont essayer d'expliquer ce qui se passe, calmer les enjeux, montrer que finalement... Dire aux touristes qui ne seront pas sur le lieu des violences. Et surtout de montrer que, disons, tout va bien, Madame la Marquise, et qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Donc ça, en soi, c'est un indicateur, selon moi, qui nous permettent d'expliquer la situation actuelle. C'est-à-dire on sent qu'il y a des enjeux économiques
liées, disons, aussi à des influences dues à une corruption très élevée de l'Ancien Régime, et qui font en sorte que cet Ancien Régime est très méfiant, ou enfin très hargneux, par rapport à toute, disons, avancée progressiste, qui remettrait en cause cette économie à un double niveau, c'est-à-dire le niveau du peuple, et le niveau, des touristes. Parce que les rentrées de fonds qui sont générées par le tourisme sont inégalement réparties dans la population. Tout à fait. Puis ce qu'on peut voir, c'est que, bon, par exemple, ce qui s'est produit récemment, c'est qu'on sait que l'ancien dictateur qui a été au pouvoir pendant plus de 20 ans, en fait, serait derrière ce coup d'État. Et ce qu'on sait... Alors, il faut faire le rappel des faits. On va faire le rappel des faits. Donc, 65, l'indépendance... mais la démocratie ne s'installe pas tout de suite. Non, en effet. On déclare une indépendance, un sultanat indépendant en dehors du Commonwealth, et on va éventuellement joindre le Commonwealth, et on va amorcer une transition électorale à partir de 78, où là, on aura le premier ministre dont Christian a mentionné, El Gayoum, qui est resté au pouvoir pendant plus de 30 ans. Donc il n'a pas été réélu pendant mais il y avait des élections. Si, il y avait des élections, mais à 96%. Donc, comme dans les élections où il y a des dictatures. Mais 78, pensez, il y avait Duvalier, il y avait Marcos, il y avait Suharto. Donc, c'est dans la même tradition de dictateurs qui étaient au pouvoir, qui servaient les intérêts, qui organisaient des élections avec des forts pourcentages et étaient réélus. Donc, la fin, après 6 mandats, il y a eu une nouvelle élection en 2008 où on a eu pour la première fois une élection multipartite. Et le président qui avait été au pouvoir, El Gayoum, s'est retiré du pouvoir pour faire place au président qui était président jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à un coup d'État, Mohamed Nachid, qui s'est présenté à la suite de troubles, au fond, politiques. Il y a eu une pression importante dans les années 2000. Il a subi également la foudre des anciens supporters de El Gayoum qui bénéficiaient de cette industrie du tourisme-là. C'était des rentes importantes. Et aussi la montée des prix des aliments en 2011 qui a généré une déstabilisation. Jusqu'à un certain point, on pourrait dire que ceux qui ont fait le coup, les anciens qui restent fidèles au président Gayoum, qui était là pendant 30 ans, ont profité d'une certaine déstabilisation économique pour, au fond, reprendre le pouvoir et ramener au pouvoir les anciens alliés du président. Donc, on a un scénario relativement typique de déplacement. On ne peut pas être au pouvoir pendant 30 ans sans avoir des loyautés et des régimes clients. Alors, Mohamed Nachid, celui qui a été le premier président élu démocratiquement dans une élection multipartite et qui a été déposé dans un coup d'État il y a quelques jours, était connu internationalement pour être... un leader environnemental. C'est ça, un héros du climat. Qu'est-ce qui lui avait valu... sur le titre, il y a un film d'ailleurs sur lui, The Island President de John Schenck. Alors, en fait, son combat pour l'environnement est tout à fait compatible avec son combat pour la justice sociale. Mais pour se concentrer sur le combat au sujet de l'environnement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un qui, aussitôt qu'il a eu accès à la présidence et aux prérogatives que cela suppose, a su tirer profit de son statut pour attirer l'attention des médias sur la situation aux Maldives. Il faut voir que les Maldives sont, en fait, c'est un archipel d'atolls, donc ce sont des récifs coralliers, qui sont menacés d'être inondés complètement. Donc, en fait, le président, en 2009, si mes souvenirs sont bons, a organisé une conférence où, en fait, il s'agissait d'un conseil de ministres qui était organisé à 3 mètres sous le niveau de la mer. Sous l'eau, donc, on se retrouvait dans une situation complètement absurde. Pour illustrer qu'un jour, il devrait faire son conseil des ministres sous l'eau. Ce qui était fascinant, c'est que déjà, à l'époque, il disait, écoutez, si vous n'agissez pas maintenant, alors les conséquences se feront sentir très rapidement, et ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des atolls qui sont en train de complètement disparaître à l'heure actuelle. On peut le constater, là. Tout à fait, tout à fait. Il y a, si vous allez sur YouTube ou ailleurs, vous allez trouver des reportages où on vous montre que des plages entières de la taille de terrain de football sont disparues complètement au cours des dernières années. Donc c'est un processus extraordinairement rapide. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il a fait cette intervention, il a dit la situation est urgente, d'autant plus que je pourrais perdre le pouvoir très rapidement. Donc
il pressentait évidemment qu'il était sur la corde raide. Et c'est ce qu'on voit, c'est que son travail se fait sur 2 niveaux, à la fois leader environnemental qui a reçu une certaine crédibilité internationale. Il faut voir qu'il a été l'invité de David Cameron, il a été la coqueluche du Newsweek. Le Newsweek le considérait, qui n'est pas tout à fait un magazine d'extrême gauche, le Newsweek le considérait comme parmi les 10 chefs d'État les plus importants et les plus appréciés au monde. Et cela, on parle de seulement 2010. Et en même temps, il jouait aussi sur le plan interne le fait d'une lutte anticorruption, ce qui lui a valu les déboires actuels. Alors parlons de ça un petit peu, là, on dit donc environnementalisme, mais aussi justice sociale. Est-ce qu'il s'est attaqué aux prérogatives, aux privilèges des représentants du pouvoir précédent? Une des gouttes qui a fait déborder le verre, c'est qu'à l'automne dernier, il a arrêté le ministre de la Justice, le Chief Justice Minister, le ministre de la Justice, sous charge de corruption. Donc, il s'en est pris et a commencé à vouloir démanteler, au fond, les vestiges Mais ce n'était pas son propre ministre? Non, c'était pas... C'était l'ancien ministre. Oui. Et qui a été accusé, qui a été arrêté. Cette arrestation-là a donné, on pourrait insinuer que ça a donné un signe aux autres qu'il pourrait y avoir d'autres arrêts. Et donc, la démarche de ce premier ministre-là était bel et bien non seulement environnementale, comme Christiane mentionnait, mais également de faire bénéficier les énormes ressources que le pays génère. Donc, le tourisme, c'est le tiers du revenu du produit national brut du pays. Sur des indicateurs de développement, les Maldives sont relativement hautes par rapport à l'Inde et au Bangladesh. Mais, en termes d'éducation, en termes d'alphabétisation, de santé. Dans ces indicateurs standards, la question, est-ce qu'ils sont répartis ou pas, parce que ces indicateurs-là homogénéisent. Donc, la question, c'est qui en a vraiment bénéficié. Et il y a toujours le paradoxe qui a été soulevé, que c'est une culture à l'extérieur des endroits touristiques, des îles, des atolls où on a les touristes, ça reste une culture musulmane stricte. Et donc, il y a un paradoxe même au niveau du pays. On vit complètement... les touristes boivent, vont dans les clubs et boivent sans arrêt pendant 5 ou 6 jours, dépensent énormément, alors qu'on ne peut pas boire à l'extérieur des endroits touristiques. L'autre chose qu'il faut mentionner, on a de la misère à l'évaluer au Québec, c'est 1,8 mètres la dénivellation maximale des atolls. Donc, 1,8 mètres. Oui, notre mont Sainte-Anne a l'air de l'Everest comparativement à ça. Donc, alors, ce qui s'est passé, son vice-président, qui s'appelle Mohamed Nasheed. Oui. C'est-à-dire, non, il ne faut pas se tromper, c'est Walid. Oui, c'est Walid. Waïd. Alors, il y a Waïd et il y a Nasheed. Nasheed a été renversé par Waïd, qui était son vice-président. Et le coup d'État a eu lieu avec l'armée. Et c'est donc... On doit donc penser que l'armée s'est rangée dans le camp de l'Ancien Régime. Alors, c'est assez particulier. Bon, d'abord, il y a eu l'arrestation d'Abdullah Mohamed, qui était un juge de la Cour suprême, qui était jugé comme un acte anticonstitutionnel. Mais il faut voir aussi qu'Abdullah Mohamed avait refusé de s'attaquer aux privilèges de l'ancienne caste. Donc, voyant cela, voyant qu'il ne jouait pas son rôle de manière adéquate, l'ancien président voulait le destituer. Ce qui s'est produit, c'est que cela a enchaîné d'énormes troubles dans une partie de la population, mais une partie relativement restreinte, qui ont été ensuite suivis par une partie du corps policier. Ensuite, le président devait intervenir, mais a refusé de le faire parce qu'il craignait que les émeutes donnent lieu à une micro-guerre civile et a préféré se retirer, donc d'abandonner le pouvoir. Mais ensuite, quelques heures plus tard, il a dit de toute façon, je n'avais guère le choix puisque j'avais le fusil sur la tempe. C'est ça. Une façon de s'exprimer. Des généraux autour de moi qui m'ont dit, si vous ne démissionnez pas, nous allons utiliser nos armes. Alors, et en ce moment, on ne sait pas exactement ce qu'ils deviennent, ni ce que deviennent ses proches, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la sphère. Il y a des mandats d'arrêt contre eux, et il est très difficile de pouvoir avoir accès à quelque information que ce soit. Et d'ailleurs, en ce moment, la presse est complètement muselée. Enfin, on retrouve l'éthique de l'Ancien Régime, où on a une société qui est complètement barricadée. Et pour revenir à la question islamique, qui, à mon avis, n'est qu'une façade. N'est qu'une façade. Pourquoi? Parce que, pour en donner un exemple, qui est d'un tel ridicule qu'on croirait en fait qu'il s'agit d'un conte de fées, enfin un conte de fées malheureux, mais que ça ne peut pas se passer dans la réalité. On a par exemple disposé des bouteilles autour de la résidence de l'ancien président pour faire croire en fait qu'il buvait, ce qui est interdit par la loi. Ce qui est interdit par la loi et qui est même passible de 3 ans d'emprisonnement. Donc en fait, on réunit les éléments pour
faire en sorte qu'il y ait, disons, matière à accusation contre l'ancien président. Et surtout, on joue sur une corde sensible qui est la corde religieuse. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir aussi que le pays a été, disons, endoctriné par un islamisme de façade. L'ancien dictateur en avait fait une religion d'État, donc il ne s'agit pas du tout d'un pays avec des institutions séculières, il s'agit véritablement d'un pays dont la loi principale est une loi, disons, le modèle législatif C'est la charia. et la charia. Ouais. Donc nous nous retrouvons dans une situation où une partie de la population va, disons, encouragée par cette forme de démagogie, comme savent très bien le faire les dictatures, est proche du mouvement de contestation de l'ex-président. Mais en même temps, il y a toute une autre partie de la société qui, au contraire, est extraordinairement en colère contre ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est que tout le monde l'ignore à l'extérieur, et à commencer par les touristes. Les touristes, en fait, ne sont que l'illustration, disons, de notre indifférence à l'égard du sort des Maldives. Et Nasheed, lui, est-ce qu'il était musulman? Est-ce qu'il était plus moderne? Est-ce qu'il y avait des raisons de penser qu'il était moins en phase avec la société Il n'y musulmane? a pas de raison de croire qu'il ait agi de manière contraire, disons, à l'islam. Ce n'était pas un turiféraire de l'islam, ce n'était pas celui qui ni voulait le pourfendre, ni le défendre à tout prix. C'était quelqu'un qui, d'abord et avant tout, avait en tête le combat de la justice sociale. Et dans le cas particulier des Maldives, le combat de la justice sociale est absolument indissociable de la question environnementale. Est-ce qu'il y a des minorités aussi bouddhistes? On parle d'artefacts Voilà, dans les musées. Ce qu'on sait, c'est que en fait, on se retrouve devant une situation où, disons, il y aurait eu des pressions ou alors des agressions faites à l'égard, disons, par exemple, d'artefacts bouddhistes. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore de mouvement contre, disons, des mouvements des minorités au sein du peuple. De toute façon, en ce moment, si ces minorités sont importantes, elles doivent se cacher. Mais c'est surtout symbolique. Sur les faits, ce qu'on dit, c'est que, bon, dans un des musées de la capitale, il y a donc des statues bouddhistes précieuses sur l'histoire bouddhiste qui avait précédé l'arrivée de l'islam, et que des groupes islamistes radicaux veulent les détruire pour éradiquer toute trace de Mais ça, c'est une religions. très bonne manière de détourner l'attention. C'est-à-dire que pendant que, disons, des intellectuels ou les journalistes vont se préoccuper de la question islamique, on met de côté la corruption dont nous sommes aussi responsables. Alors que l'islamisme, c'est très facile de dire « je n'y suis pour rien, puisque de toute façon, je ne partage absolument pas ces valeurs ». En revanche, comment se fait-il que David Cameron, comment se fait-il que l'ONU, comment se fait-il que Robert Blake, donc des États-Unis, comment se fait-il que tous ces individus, sous prétexte de vouloir calmer le jeu, ont cautionné le nouveau président? Le coup d'État, ont reconnu le nouveau gouvernement. Et très rapidement. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a, au départ, on se disait, mais il doit y avoir quelque chose comme un manque d'information, mais au cours des derniers jours, on s'aperçoit que, en fait, que les Américains soient derrière le coup d'État, ce n'est pas particulièrement nouveau dans leur histoire, mais que l'ONU ou que l'Union européenne s'y mettent aussi. Pourquoi, si on réfléchit tout haut? Je pense que c'est parce qu'il y a des enjeux économiques très importants qui sont liés derrière cela. Et puis il faut voir aussi qu'en même temps, il doit y avoir des enjeux aussi géostratégiques. Le Sri Lanka n'est pas très loin. C'est extrêmement complexe. Et puis on profite de l'indifférence, tout simplement. Et le Canada, s'est prononcé? Pas à ma connaissance. Pas pour l'instant. Est-ce que... mais quand même, que ce soit le président Nasheed, que ce soit son prédécesseur, Wahid, c'est-à-dire Wahid le nouveau, ou Nasheed celui qui a été démis, de toute façon, l'eau monte. Bien sûr. De toute façon, l'eau monte. Alors, on pourrait penser que qui que ce soit qui est président là devra dire qu'il y a un problème environnemental majeur et que quelque chose doit être fait à ce sujet, non? Gayoum le disait auparavant. Bien, c'est ça. Je pense que ça pose une question. La question, c'est la double hypocrisie, si vous voulez, de l'Occident. On est content tant qu'on peut aller dans les stations balnéaires. On va dire qu'on trouve ça atroce que ces atolls disparaissent, mais déjà, on va commencer à découvrir de nouveaux endroits où aller, où on aura d'autres plages qui nous attendent et on oubliera vite les Maldives. Et je pense que l'intuition de Christian de dire qu'il faut absolument en parler parce qu'il y a un double langage, c'est tout à fait pertinent. On va le voir dans les mois qui vont venir, on voit... Pour l'instant, Wahid remet ses anciens supporters du président Gayoum en place. Il a nommé 2 ministres qui étaient associés à l'ancien régime. Donc, on voit une réinstitutionnalisation
de cette base de pouvoir, de ce patronage-là. Ce qui serait intéressant à voir, ou ce qu'on aura à voir, c'est jusqu'à un certain point ce que Christian soulevait. Est-ce que on sait que les Américains veulent se repositionner en Asie. C'est clair. Obama a annoncé depuis un an que l'Asie et les mers de l'Asie du Sud-Est, et qui s'étendent jusqu'aux Maldives, font partie des intérêts nationaux américains. Et donc, on a clairement un redéploiement. C'est une zone qui est contestée parce que l'Inde aussi a décidé qu'elle serait une puissance navale. Ouais. Et donc, ça, c'est Et nouveau la Chine. aussi. Et évidemment, le grand joueur, et ce qu'on essaie tous de voir, c'est la Chine qui cherche à contrôler finalement, à travers ses diasporas. Le cas des Maldives, il n'y a pas une diaspora chinoise importante comme Mais il n'y on a pas de ailleurs. base militaire aux Maldives. Il n'y a pas de base militaire aux Maldives, ce ne serait pas une bonne idée. C'est trop petit. Oui, ce ne serait pas assez Mais solide. on peut s'interroger, au fond, si il y a eu une crise majeure au Sri Lanka, et tantôt Christian le soulevait lorsqu'on se préparait. On a des nouvelles formes d'amnésie ou de double langage qui sont paradoxales parce qu'au fond, on m'a dit, tant que c'était pour avoir une conférence sur l'environnement, on était tous préoccupés. Là, il y a un coup d'État, on démet le premier ministre et on semble, le plus qu'on va faire, c'est d'envoyer une commission du Commonwealth, un groupe d'action, pour voir ce qui s'est passé. Mais dans la revue de la presse que j'essaie de voir aujourd'hui pour l'entrevue, il semble avoir, ça n'a pas fait les manchettes, il faut aller les chercher dans les filets. Et ça ne semble pas être une question qui sera mise à l'agenda du Conseil de sécurité d'ici plusieurs années. Et donc, on peut s'interroger, au fond, quel est le rôle de l'Occident? C'est incroyable parce que ces dernières années, à chaque fois qu'il y avait un développement non constitutionnel, c'est-à-dire un renversement, un dictateur, la communauté internationale était de plus en plus prompte à s'en saisir pour agir ou ne pas agir, mais en tout cas, c'est rare qu'il en laissait passer une. Et là, tout à coup, alors qu'il y avait un président qui était de très, très haut profil international, on ne parle que de la Syrie. C'est parce que le prétexte en ce moment, c'est que précisément l'ex-président a été déchu pour des raisons constitutionnelles. Donc ce qu'on essaie de dire, en fait, c'est que les dernières actions qui ont été faites par le président étaient anticonstitutionnelles. Donc là, il y a un problème d'interprétation de la Constitution. Mais il est très clair ici que ce n'est pas un secret, disons, bien caché, de voir que les intérêts réels ne sont pas ces questions de régime le nouveau régime n'a pas promis d'organiser des élections après échéance. Non, et puis en plus, la communauté internationale ne le demande même pas parce qu'elle juge que le moment n'est pas propice. Alors que l'ancien président, quand je dis ancien président, on devrait dire en réalité le véritable président, lui demande qu'il y ait organisation d'élections. Oui, on a demandé des élections hâtives et le président dit que ça ne sera pas avant novembre 2013. Donc, ça ne sera pas avant 1 an et demi. Le temps que tout le monde ait oublié. Et ce qui est intéressant à suivre, c'est ce qui se passe, par exemple, en Birmanie, où on a une libéralisation d'un régime. Est-ce qu'on aurait Aung San Suu Kyi au pouvoir? Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'elle va frapper le même genre de dynamique, au profil. Tout le monde est d'accord, on est tous heureux. Et dans le cas de la Birmanie, c'est encore plus évident. On a des intérêts stratégiques importants. Mais dans 1 an et demi, les généraux qui vont commencer, si la Ligue nationale pour la démocratie venait à faire des changements, on aura à déplacer des intérêts importants. Et on peut se demander, le tourisme, c'est une forme d'hypocrisie. La seconde, c'est jusqu'à quel point on est prêt à dire que oui, on supporte des régimes, des transformations démocratiques, mais est-ce qu'on est prêt à faire pression et à réagir rapidement dans le cas où... Lorsqu'elles sont mises en danger. Lorsqu'elles sont mises en danger. C'est fascinant. Personne n'en avait entendu parler jusqu'à ce que, enfin moi très peu, Christian a suggéré qu'on fasse le sujet, je demandais à Dominique, donc maintenant nous avons éclairé quand même plusieurs milliers de personnes qui ne l'étaient pas avant notre intervention, donc on a fait une partie du travail ici. Et on va terminer en chanson. Qu'est-ce que vous suggérez, Christian? En fait, c'est une pièce de Radiohead qui constitue la trame sonore d'un film qui a été consacré à The Island President de John Sheg, donc vous parliez tout à l'heure, qui a été consacré, c'est un documentaire qui a été consacré, qui a été fait en 2009, si mon souvenir est bon, à l'ancien président. Très bien. Christian Nadeau, philosophe, merci. Dominique Cahouette, politologue, merci. Et on écoute, grâce à vous, Radiohead. That's not me.
I'm not here. This isn't happening. I'm not here. I'm not here. In a little while, I'll be already passed. Yeah, it's gone. And I'm not here. This isn't happening. I'm not here. I'm not here. Strong lies, Donc, nous parlons des guerres culturelles dans les deux campagnes présidentielles. Mes invités, Christophe Chouanietz. Merci d'être là, Christophe. Vous êtes professeur de sciences politiques ici à l'Université de Montréal. Vous enseignez sur la France. Et vous avez des racines même, je pense, en France, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon. En quelle région? Le sud-est. Le sud-est. Pierre Martin. Merci d'être là, Pierre. Bonjour. Vous dirigez la chaire d'études politiques et économiques américaines au Cérium. Vous participez, comme je le fais d'ailleurs parfois, à ce blog sur la présidentielle américaine qu'on peut retrouver sur le site du Cérium et sur le site de l'Actualité, avec aussi John Parisella qui écrit des textes, Christine Fréchette, François Furstenberg, dont on attend... Et bien d'autres encore, bien vous d'autres étonner. encore, voilà. Oui. Donc, une façon d'aller plus loin et de comprendre les enjeux. Et vous avez publié un texte qui, justement, va plus loin pour essayer de comprendre la place de la religion dans la campagne présidentielle américaine. Et on parlera avec Christophe dans un instant des incidences religieuses ou de la guerre des valeurs aussi qui accourt dans la présidentielle française. Alors, ce que vous nous dites, essentiellement, c'est que ce n'est pas tellement de savoir si on est catholique ou juif ou protestant qui détermine le vote pour les démocrates ou les républicains, mais c'est plutôt l'intensité de la pratique religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, je place la chose dans un contexte plus historique. C'est-à-dire qu'il y a quelques décennies ou quelques générations, lorsque les partis se sont organisés, ont déterminé leur clientèle, les groupes d'immigrants associés à certaines religions ou les groupes religieux, notamment les immigrants catholiques, italiens, irlandais, avaient eu beaucoup tendance à se regrouper et à s'associer au Parti démocrate dans les villes du Nord. Et donc, l'identité religieuse, notamment catholique, était très fortement liée à l'identité partisane. Et jusqu'à John Kennedy, qui était le premier candidat catholique du Parti démocrate. Et donc, ce qu'on a vu, par contre, depuis quelques années, et les protestants étaient plus liés aux républicains? Les protestants républicains, sauf dans le Sud, pendant longtemps, où les baptistes et les protestants
comme tout le monde, étaient liés au Parti démocrate à l'ancienne, le Parti démocrate... Ségrégationniste. C'est Ségrégationniste. ça. Donc, les démocrates progressistes du Nord avaient des catholiques et des juifs avec eux, et les démocrates réactionnaires du Sud avaient des protestants avec eux. Hein, c'était une union faite pour durer, Oui. vous voyez. Mais il reste que plus récemment, ce qui semble compter, c'est l'intensité de la pratique religieuse et surtout les valeurs conservatrices qu'on associe à la pratique religieuse plus orthodoxe. Comment on mesure Et l'intensité? Ben, c'est-à-dire qu'on le fait de différentes façons. Lorsqu'on fait des sondages, on demande aux gens combien de fois par semaine ou par mois ou par année allez-vous à l'Église. Y allez-vous de toute façon? On demande aux gens quelle est l'importance de la religion dans votre vie. On demande... Bon, il y a toutes sortes de questions là, qui se regroupent comme ça. Mais ce qui étonne, c'est que l'identité religieuse en tant que telle, sauf évidemment chez les Noirs et chez les hispanophones, où il y a une forte alliance avec le Parti démocrate, on ne retrouve plus, par exemple, chez les catholiques blancs, une majorité démocrate, c'est une majorité républicaine. Et plus on pratique, que ce soit le catholicisme ou le protestantisme, plus on pratique de façon intensive, plus on s'associe chez les Blancs, plus on s'associe au Parti républicain à cause des valeurs conservatrices. Alors, je vois là un graphique que vous avez sur votre billet de blog sur ce sujet, où vous dites, donc, parmi ceux qui vont chaque semaine, les Blancs, qui vont chaque semaine à la messe, les 3/4 sont du côté conservateur, et parmi ceux qui n'y vont jamais, moins de la moitié sont républicains et plus de la moitié sont démocrates. Alors, Oui, plus chez on les va à la Blancs, messe, chez les Blancs, plus on va à la messe, plus on est républicain, moins on y va, plus on est démocrate. Alors, c'est que, quand on parle des valeurs, c'est qu'elles sont transmises, évidemment, chaque semaine pendant l'office religieux, non? C'est ça. Et donc, on constate ce glissement-là vers un conservatisme qui est de plus en plus distinct au Parti républicain. Et ce qui est intéressant, c'est le glissement qu'on a vu dans la campagne au cours des dernières semaines, depuis, en fait, la publication de chiffres relativement optimistes quant à l'économie au début de janvier. Donc, on a annoncé un regain au niveau de l'emploi, une baisse du chômage, une augmentation de la confiance économique. Et, soudainement, les républicains ont cessé de parler d'économie. Et donc, on a commencé à parler de religion. Et ça a coïncidé avec l'annonce par l'administration Obama d'une politique liée à la réforme de la santé qui consistait à... c'était une... Parce que la réforme de la santé, entre autres choses, dicte l'universalité d'un certain nombre de services, dont la contraception. Exactement. Donc, et le problème ici, c'est que on faisait une exception dans la réforme de la santé pour que les institutions religieuses à proprement parler ne soient pas obligés d'offrir à leurs employés des services contraceptifs de contraception, oui. si ils jugent que ça va à l'encontre des enseignements de l'Église. Alors, Par si contre, ce sont les employés de l'Église elle-même, c'est-à-dire de... Ça, c'était Bon, la règle initiale. C'est ça. Mais le problème, c'est que les églises possèdent aussi des hôpitaux, possèdent des compagnies d'assurance qui couvrent des gens qui ne sont pas nécessairement pratiquants. Exactement. Donc, on a demandé à ce qu'on étende la règle d'exception des institutions religieuses aux universités, aux collèges et aux hôpitaux et à toute institution gérée par une église, qu'elle soit catholique ou autre, si la contraception va à l'encontre de ces préceptes. Maintenant, évidemment, pour l'administration, d'abord et avant tout, de fournir des contraceptifs était une politique de santé publique, donc ça n'avait rien à voir, et donc c'était vers l'individu. Et ce qu'on souhaitait dire aussi, c'est que, revenons en arrière, l'argument qui est présenté par les institutions, c'est un argument de liberté religieuse basé sur le premier amendement. Très important aux États-Unis de tout ramener à la Constitution, ramener aux principes fondamentaux. Le premier amendement qui couvre la liberté religieuse essentiellement, et ou encore, en fait, l'interdiction d'officialiser la religion qui a été par la suite interprétée comme la séparation de l'Église et de l'État. Et ce qui arrive, c'est que
Bon, l'argument de santé publique est que de fournir des contraceptifs sous prescription gratuitement par une assurance est quelque chose qui, globalement, réduit les coûts globaux aux compagnies d'assurance. Donc, l'argument des coûts n'est pas très fort et l'argument santé publique est très important. Également, par exemple, c'est sous une forte pression de quelques républicains qu'on avait, il y a presque 15 ans, admis le Viagra, par exemple, comme médicament à prescrire et qui peut être couvert par les assurances. Sur la ligne de fracture, donc, Obama a décidé de ne pas forcer les institutions religieuses à offrir, et donc, dans leur couverture elle-même, la contraception, mais a simplement dit les compagnies d'assurance donneront gratuitement la contraception. Mais les évêques trouvent que ce n'est pas suffisant parce qu'ils aimeraient l'interdire dans tout ce qu'ils contrôlent. Mais donc, les républicains se sont saisis de ça, surtout les candidats à l'investiture républicaine, pour dire que c'est un assaut frontal d'Obama contre la liberté religieuse. Exactement. Et là, il y a une récupération politique qui se fait à la fois par le Parti républicain vers ce qu'ils considèrent comme des clientèles potentielles de futurs électeurs, mais surtout à l'intérieur. Parce qu'on a une lutte au Parti républicain où c'est une espèce de course à qui sera le plus conservateur. Et on a un terrain ici idéal puisque l'économie est un peu hors de portée puisque les choses commencent à aller bien. Alors, on ne peut pas vraiment porter des coups très forts à Obama. Alors, on porte des coups sur la religion. Alors, ce sera qui critiquera le plus la politique du gouvernement Obama. Et donc, ça, c'est le contexte de la course à la chefferie qui est très important. Mais aussi, plus en profondeur, les républicains sont à la recherche de nouveaux électeurs et ils pensent les trouver chez les hispanophones catholiques pratiquants, plutôt orthodoxes, plutôt conservateurs sur le plan social et religieux. Peut-être même chez certains Noirs qui, sur certaines questions sociales, ceux qui sont religieux peuvent être orthodoxes. Également. Donc, on a ici une conjoncture politique, mais ce qui est ironique là-dedans, c'est que plusieurs États ont déjà mis en application des règles plus strictes que celles qui avaient été proposées par le gouvernement Obama, des États républicains. Oui, et on sait que 98% des femmes catholiques utilisent la contraception ou sont en faveur. Donc, ça met beaucoup de gens dans le camp. Et la marge d'erreur est à 3 Oui, tout à fait. Alors, donc, on voit comment la question religieuse, la question des valeurs s'inscrit dans la campagne présidentielle américaine. Christophe Chouaniette, vous vous intéressez à la présidentielle française. Qu'est-ce qu'on peut dire là de l'intersection entre religion, valeurs et campagne? Écoutez, la pratique religieuse reste en France un facteur explicatif important du comportement électoral. Ça a changé évidemment au cours des 40-50 dernières années, mais ça reste l'un des facteurs principaux. Alors on sait par exemple que les catholiques pratiquants vont voter à droite, en grande majorité. Par contre, et c'est peut-être une différence avec les États-Unis, les très pratiquants ne voteront pas forcément pour le Front National. Donc ils n'iront pas forcément plus à droite que l'UMP, le principal parti de droite. Le parti de M. Sarkozy. Tout à fait. Par ailleurs, pour ce qui est des autres groupes religieux, protestants, musulmans notamment, les musulmans ont plutôt tendance à voter à gauche. Ah oui, les musulmans votent à gauche. Plutôt, tout à fait. Et même avec s'il y a une intensité, est-ce qu'on a mesuré l'intensité? Alors le problème en France, c'est que la France étant un État républicain et surtout laïque, par principe, par exemple les census les recensements ne posent pas la question de l'appartenance religieuse. Bon, évidemment, on a des sondages qui sont faits. Donc c'est toujours un peu compliqué de cerner comment est-ce que les religions impactent la politique française. Et là, est-ce que j'ai raison de dire que les musulmans votent à gauche parce qu'à gauche, on a été plus sensible aux accommodements, ce qu'on appellerait ici les accommodements, le respect de la diversité, alors que la droite a été plus fermée sur les questions d'immigration? Elle est plus fermée, elle est toujours, et évidemment, il y a une bataille qui se joue entre le Front National et l'UMP, qui sera finalement le plus opposé au droit
des immigrants et même d'ailleurs des sans-papiers. Donc on l'a vu récemment avec la situation des Roms en France et une bataille verbale qui existe entre la gauche et la droite. Alors, donc, on a vu, donc, la question religieuse est incidente dans le débat à cause de la place des musulmans. On a vu qu'à droite, Marine Le Pen fait une adéquation entre, dit clairement que les musulmans ne peuvent pas être intégrés à la société française et que c'est en train de changer la société française. Et d'ailleurs, il s'appuie sur quelques citations de Gaulle qui n'avaient pas été connues à l'époque, mais qu'on a connues depuis, qui dit, bon, quelques musulmans, ça va, mais plus qu'un certain nombre, ça pose un problème d'intégration. Mais donc, c'est comme ça que la religion fait son entrée dans le débat, mais il y a un débat plus large qui est celui des valeurs. Et Claude Guéant, qui est le ministre de l'Intérieur et un des proches de Sarkozy depuis des années, semble avoir pris comme mandat chaque semaine d'introduire un élément civilisationnel dans le débat pour se démarquer de la gauche. Alors expliquez-nous un peu en quelque sa sorte, technique. c'est avant tout un artifice pour créer un clivage au niveau de la campagne, du débat. Donc marquer les différences entre la droite et la gauche, mais aussi indiquer que l'UMP ne se fait pas dépasser sur la question des valeurs par le Front National. Au bout du compte, tout ça, ça a commencé il y a environ 2 ans, ça a recommencé, je dirais, avec ce qu'on a appelé l'occupation de la place publique par les prières de certains groupes de musulmans, notamment à Paris. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de lieux de prière, il n'y a pas assez de lieux, mosquées. Donc, à la on prière du s'approprie vendredi, on s'approprie dans la l'espace rue, public, dans la voilà. rue, sur le trottoir, et ça a relancé ce débat. Évidemment, le Front National, par Marine Le Pen, s'est opposé. Et le gouvernement, notamment M. Guéant, n'a pas eu de choix que de suivre finalement. Alors ça pose un peu la problématique de qu'est-ce qu'on fait avec ces groupes. Évidemment, il y a de plus en plus de musulmans en France, de moins en moins de pratiquants catholiques. Alors on a la séparation de l'État et de l'Église qui date de 1905. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'essentiellement, les musulmans ne peuvent pas recevoir d'aide de l'État pour construire des lieux pour pratiquer leur religion. Alors l'argent, elle vient d'où ? Elle vient d'Arabie Saoudite, elle vient d'Égypte, du Maroc. Et bon, là, on glisse vers une autre problématique qui est le contrôle des musulmans de France, évidemment. Mais essentiellement, ce qu'on a là, c'est la question du contrôle de l'espace public, qui doit rester laïque. Okay ? C'est là où l'État français a décidé d'interdire le port de la burqa, par exemple. Donc il y a évidemment là une fracture qui se crée entre la gauche et la droite. Et plus récemment, Claude Guéant a fait une déclaration sur la valeur comparée des civilisations. Oui, tout à fait. Mais à nouveau, c'était une manière de provoquer la gauche. Ça n'a pas duré très longtemps. Quelques heures plus tard, au Parlement, la gauche a répliqué. C'est tout simplement une façon de se distinguer à nouveau du Front National qui, lui, monopolise à une espèce de ce qu'on appelle en anglais le issue ownership, donc possède cet enjeu de la moralité, de la religion. Donc pour la droite, pour l'UMP, s'ils veulent l'emporter dans 3-4 mois à la présidentielle, il faut absolument montrer qu'on est plus crédible que le Front National sur ces enjeux-là. Et il y a eu un cas récemment assez paradoxal où un député de l'UMP a fait une déclaration sur un thème sur les valeurs que même le Front National a considéré que ça allait trop loin. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. C'est ce qui est paradoxal, c'est que maintenant l'UMP va tellement loin, alors c'est un représentant de l'UMP qui a déclaré qu'il n'y avait pas eu de déportation des homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale. Et sur ce, plusieurs membres du Front National se sont offusqués qu'on puisse faire un déni finalement, un révisionnisme de ce qui était produit à l'encontre des homosexuels. Alors donc voilà, l'UMP est sur le point d'exclure d'ailleurs ce député. Oui, il n'en est pas sa l'UMP. première tentative, mais on en arrive à une situation où l'UMP va tellement sur sa droite qu'elle permet finalement au Front National de jouer les modérés. Alors, il y a quand même un retournement parce que Jean-Marie Le Pen était connu pour avoir dit que les camps de concentration étaient un détail de l'histoire, donc une volonté... Mais il vient d'être condamné hier pour avoir déclaré que l'occupation allemande n'était pas finalement si inhumaine que ça. Bon, alors donc c'était le père, mais maintenant sous la fille, Marine Le Pen, on dit, écoutez, il est inacceptable de sous-estimer la déportation des homosexuels par les nazis. Tout à fait, tout à fait. Il y a une tentative de dédiaboliser le Front National, donc de le faire passer d'un parti extrémiste, trop radical au vu de beaucoup de Français, à un parti qui se rapproche d'une droite plus classique, et qui va essayer de profiter des déboires de l'UMP. On a parlé des musulmans, des catholiques.
Mais il y a des protestants en France. Et des Où protestants. sont-ils politiquement? Difficile à dire. On sait par exemple que Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, chef du Parti socialiste, était un protestant. Il se situe plutôt à gauche, mais on n'est pas dans la configuration américaine où on peut dire que les protestants, a priori, vont voter républicain. Et la communauté juive? La communauté juive vote plutôt à gauche. Plutôt à gauche. Oui. OK. Mais on la retrouve un peu partout. Cette question, évidemment, aux États-Unis, il y a ce paradoxe parce que d'une part, les républicains accusent le président Obama de vouloir s'en prendre à la religion. Et d'ailleurs, Rick Santorum, qui est maintenant le candidat républicain catholique qui semble monter, d'ailleurs mettre en péril l'avance de Mitt Romney, a déclaré que avec cette intervention de M. Obama sur la liberté qu'ont les religions d'interdire la contraception, c'était à un pas de la Révolution tranquille, donc à un pas de la guillotine. Oui, de la Révolution française. La Révolution, en fait. qu'est-ce que C'était j'ai dit le lien tranquille? Oui, avec, c'est ça, la Révolution française. Ah non, la nôtre, là, ça les dérange pas trop. Non, on Mais, est trop tranquille. Il reste que... Non, il y a eu des choses absolument grosses qui ont été dites dans ce sens-là. Mais je vais terminer mon idée, et que d'autre part, donc ce président anti-religieux, d'autre part, en sous-main, on continue à dire sur Internet que c'est un musulman. Alors, c'est un anti-religieux musulman. Tout ce qui est dit, c'est incroyable. Mais il faut dire que il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe. C'est-à-dire que la course à l'investiture républicaine met en présence maintenant les trois principaux candidats, dont un est un peu hors course, mais prenons celui-là d'abord. Newt Gingrich, qui est un baptiste converti au luthérianisme et ensuite converti au catholicisme, 3 mariages et tout ça. Et pour les républicains, ça, c'est correct. Oui, parce qu'il s'est repenti. Voilà. Le repentir est essentiel. Et ensuite, le présumé favori pendant longtemps était un mormon. Et là, encore une fois, la religion mormone est considérée par beaucoup de protestants américains comme un culte et comme quelque chose d'absolument inacceptable. Et il y a encore un sentiment qui est possible qu'il y a une certaine proportion de la population qui refuse de voter pour lui à cause de ça, qui autrement l'aurait peut-être fait. On verra. Mais, et l'autre candidat qui est aujourd'hui favori, on verra combien de temps ça durera parce que ça a beaucoup changé pendant la course, Rick Santorum, d'origine italienne, est un catholique pratiquant, mais alors là, très orthodoxe et très fervent. Il s'est prononcé sur toutes sortes de choses, mais il a pris des positions très radicales, par exemple, sur l'avortement, on n'en parlera pas. Sur les homosexuels, il se dit des choses à son sujet. En fait, il y a eu c'est-à-dire qu'il a comparé l'homosexualité à la bestialité. Il a eu ensuite maille à partir avec des groupes qui l'ont attaqué sur l'Internet. Et on a juste à aller voir son nom sur Internet pour voir de quoi il est question. Maintenant, on a... Il s'est prononcé contre la présence des femmes dans l'armée, dans les zones de guerre. Oui, en fait, même un peu en sous-voix contre la présence des femmes sur le marché du travail, essentiellement. Donc, pour lui, c'est un conservateur vraiment pur et dur. Et il a reçu l'appui, tout catholique qu'il est, de l'Assemblée des évangélistes fondamentalistes. Et ça, c'est nouveau dans le paysage religieux, politique américain. D'habitude, les évangélistes et les catholiques ne sont pas du même côté. Et ça renforce ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de l'orthodoxie plutôt que de l'étiquette. Voilà. Et maintenant, on aura donc une campagne sur ces enjeux-là. Par contre, Santorum est très vulnérable, non seulement, il y a une certaine proportion petite, mais quand même des homosexuels qui sont républicains, qui vont avoir beaucoup de difficultés à le suivre. Il a un problème important dans l'électorat féminin. Lorsqu'il a perdu son élection au Sénat en 2006, par exemple, on a noté qu'il y avait un très net déficit d'appui chez les femmes de Pennsylvanie qui lui a causé une défaite retentissante à l'élection au Sénat.
Et donc, au fur et à mesure que les positions se précisent, que la campagne avance, je ne serais même pas surpris s'il finissait par perdre des plumes à l'intérieur même de son parti parce que on va se rendre compte qu'il va avoir beaucoup de difficultés à aller chercher un électorat centriste avec des positions tellement radicales. Et là, on n'entre même pas dans le terrain des politiques économiques, des politiques étrangères. Prenons par exemple en politique sociale, il a dit qu'il faudrait que les États et le gouvernement fédéral se retirent de tout financement de l'éducation. Donc, si votre quartier est pauvre, tant pis pour vous. Vous aurez l'éducation, vous en aurez pour votre argent. Vous en aurez pour l'argent de vos voisins, essentiellement, oui. Christophe, est-ce qu'en France, on pose même la question de la pratique religieuse des candidats? On ne la pose pas. Je dirais qu'à droite, parce que la question se pose encore moins à gauche, à droite, on a essentiellement deux candidats, enfin, un candidat et une candidate, qui déclarent être catholiques pratiquants. C'est François Bayrou, le candidat du MoDem, et c'est Christine Boutin, la chef du parti démocrate chrétien, un petit parti politique, qui est une catholique fervente, mais qui vient de renoncer à se présenter à la présidentielle. François Bayrou, qui est quand même un joueur important, 10-12% des voix. Tout à fait. Lui, c'est à peu près le seul candidat qui joue un peu la carte religieuse. Alors, le président Sarkozy, on ne le voit pas à l'Église tous les dimanches. Marine Le Pen non plus. Pas du tout. C'est pas du tout. Les églises. C'est pas du tout, contrairement aux États-Unis, un enjeu important de savoir quelle est la religion et si les candidats ou candidates sont pratiquants. Intéressant. Nous allons terminer en chanson, comme nous le faisons toujours. Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé à nous suggérer? Sur un ton un peu plus léger, en fait, ma chanson est une de mes préférées. C'est un classique de Cole Porter, qui est un peu un avertissement à ceux chez les républicains qui veulent, par exemple, empêcher les gens de tomber en amour ou encore de consommer. Ils veulent, ils sont pour l'amour, mais contre la consommation hors mariage. Si on cherche trop le vote des abstinents, on risque de frapper un électorat très mince. Et donc, ma chanson de Cole Porter, c'est « Let's do it ». Let's do it. Let's do it. On va voir comment il introduit ça sans jamais tomber dans la vulgarité. Avec des métaphores plutôt animalières. Tout le monde le fait. Christophe Chouanietz, merci beaucoup. Je signale que vous allez bientôt enseigner brièvement à Dartmouth et vous allez être présent à certaines activités sur la présidentielle française qu'on organise avec la Chaire France et nos amis du Centre d'excellence sur l'Union européenne. Pierre Martin, on vous lit un peu partout, dans Toronto Star, mais surtout sur le site du Cerium, sur les questions américaines, sur notre blog. Et on a une série d'événements aussi autour de la présidentielle. On en a pour toute l'année. Américaine. On retrouve tout ça sur cerium.ca. Et on écoute la chanson de Cole Porter, Let's Do It. Birds do it. Bees do it. Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns. Folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People saying in Boston, even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it.
Mr. Bait, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams. against Voilà, their c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou voir d'autres émissions de la série, elles sont toutes disponibles en ligne sur le site serium.ca. Vous trouverez aussi sur le site l'annonce et l'inscription pour notre gala annuel du Cerium. De quoi s'agit-il? Chaque année, le Cerium, le quotidien Le Devoir et Radio-Canada récompensent une personnalité qui, pendant l'année écoulée, a fait une contribution remarquable à l'internationalisation du Québec ou à la compréhension du monde par les Québécois. 5 finalistes ont été choisis par le jury. Un lauréat sera dévoilé le soir du gala, le jeudi 29 mars prochain. Et nous allons aussi rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup fait pour la compréhension du monde par les Québécois pendant sa carrière, le journaliste Pierre Nadeau. Ça va être une soirée fascinante. J'espère que vous y serez en grand nombre, donc le jeudi 29 mars. Vous trouverez aussi sur le site l'annonce de nos écoles d'été de juillet prochain. Elles sont disponibles, elles sont décrites. Les inscriptions sont ouvertes. Nous allons parler du Brésil, de la Chine, du printemps arabe, des réseaux criminels internationaux, des droits de l'homme dans le monde, de 8 sujets d'actualité qui vous permettront à vous, citoyens intéressés, enseignants, professeurs, étudiants des cycles supérieurs, membres d'ONG, gens d'affaires, à venir parfaire votre connaissance pour un jour ou deux ou une semaine sur ces sujets et faire en sorte que vous ayez une bonne compréhension du monde tel qu'il change. Je termine en remerciant l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme et Ognan Guerriev, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.